C'est dans un climat de tension au regard de son actualité que le CDP a organisé ses deuxièmes journées parlementaires de l'année. Hier, élections et sécurité ont occupé les débats. Nous vous emmenons ce soir à Séquencer, à la frontière avec le Togo, où s'est déroulée la cérémonie de commémoration de la journée africaine des frontières. Là aussi, il a été question de sécurité, mais dans les espaces frontaliers. Et puis, Ouagadougou grandit, elle fait une maintenant avec les communes environnantes. Il faut penser autrement son administration. Les autorités communales et administratives nationales se sont rencontrées justement pour parler de ce projet qu'on appelle le Grand Ouagadougou. Bonsoir, bienvenue à ce 19h30. Malgré le remue-ménage au sein du parti, le Congrès pour la démocratie et le progrès poursuit tant bien que mal ses activités politiques. Hier, le parti a tenu ses deuxièmes journées parlementaires de l'année. La question de l'organisation des élections générales de 2020, surtout dans le contexte sécuritaire ambiant, a été posée en présence, vous allez le voir, d'un certain Kadri Désiré Ouedraogo. Le reportage de Abdoulaziz Sarré et de Arsène Konditamte. Ambiance bon enfant à cette journée parlementaire du Congrès pour la démocratie et le progrès. 2020, c'est pour bientôt. Les militants sont mobilisés, mais la situation sécuritaire inquiète. Pour le président du groupe parlementaire CDP, il était nécessaire de se retrouver afin de réfléchir sur les enjeux des élections dans un contexte sécuritaire difficile. Le groupe parlementaire a choisi de réfléchir sur les enjeux des élections de 2020 dans un contexte sécuritaire que connaît le Burkina Faso. Est-ce qu'avec ce contexte sécuritaire, on pourra faire voter l'ensemble des Burkinabés et sur toute l'étendue du territoire national? Donc c'est toutes ces problématiques que nous allons examiner au cours de ces journées parlementaires. Au-delà des enjeux des élections de 2020, plusieurs autres points feront également l'objet de réflexion au cours de cette journée parlementaire du CDP. Nous allons réfléchir sur la question des déplacés internes. Nous allons réfléchir sur la question du code électoral. Nous allons réfléchir également, véritablement, sur le thème même du contexte sécuritaire. Lors de sa conférence de presse tenue ce 26 septembre, l'Union pour le progrès et le changement UPC a proposé que la carte nationale d'identité soit établie à 500 francs CFA au lieu de 2500 francs. Une idée que les députés du CDP épousent. J'épouse cette proposition pour pouvoir offrir la CNIB au maximum du Burkinabé afin de leur permettre de prendre part aux élections de 2020. Cette journée parlementaire du Congrès pour la démocratie et le progrès est la deuxième de l'année 2019. Elle a connu la participation d'une dizaine de députés du parti de l'EPI et de la DABA. D'autres députés de l'opposition et de la majorité ont aussi effectué le déplacement pour soutenir leurs collègues. 30 milliards de francs CFA, voilà l'enveloppe que la Banque ouest-africaine de développement met à la disposition du Burkina Faso. Deux secteurs sont concernés par ce financement, l'économie locale et les faibles revenus. La convention a été signée en milieu de semaine entre la BOAD et le ministère de l'économie et des finances. Arsène Konditamte. La Banque ouest-africaine de développement octroie un prêt de 25 milliards à l'État burkinabé. Ce montant va être réparti en deux tranches. La première de 20 milliards va servir à financer les activités du PADEL, le programme d'appui au développement des économies locales. La seconde tranche de 5 milliards de francs CFA ira au projet de promotion de la finance inclusive pour l'accès des populations à faible revenu aux services financiers. La BOAD avait déjà financé 30 milliards l'année passée et qui va continuer justement l'année prochaine avec un financement additionnel de 20 milliards pour couvrir l'ensemble des régions concernées. Et ces programmes, lorsque vous partez sur le terrain, vous voyez, c'est réellement, c'est des marchés, c'est des hangars, c'est des boutiques. C'est véritablement pour toucher et structurer les économies locales, permettre effectivement, et pour en même temps répondre à votre question, que ces gens puissent avoir de la résilience, avoir des revenus. Ces deux opérations portent à 615 milliards de francs CFA les investissements cumulés de la BOAD au Burkina Faso, ce qui positionne la banque sous-régionale comme un partenaire stratégique dans le développement du pays. Les objectifs de développement ciblés par le programme à l'horizon 2022 sont de réduire les disparités infrastructurelles inter- et intra-régionales en fournissant des services énergétiques modernes et des infrastructures socio-économiques de base aux populations, aux collectivités et aux micro et petites entreprises.
bâtir des économies locales dynamiques, prospères et inclusives, contribuer à la création d'emplois, lutter contre la pauvreté par la création de richesses additionnelles. Après la BOAD, l'Agence française de développement apporte elle aussi ses milliards. En paraphant cette convention, elle octroie 19,68 milliards de francs CFA à l'État burkinabé. Cet appui budgétaire vise à accompagner le Burkina Faso pour faire face aux fragilités économiques auxquelles il est confronté. Compte tenu donc des nombreuses sollicitations des populations, notamment dans le cadre de la lutte contre l'insécurité, le budget de l'État a besoin d'un peu d'espace. Donc ces ressources-là doivent permettre effectivement d'accroître la marge de manœuvre de l'État pour adresser, n'est-ce pas, des solutions dans le cadre du programme d'urgence pour le Sahel, mais aussi résoudre d'autres investissements que nous avions dans le cadre du programme national de développement économique et social. Environ 45 milliards de francs CFA récoltés en l'espace d'une matinée, la moisson est fructueuse pour le Burkina Faso. Une bouffée d'oxygène pour la poursuite du plan national de développement économique et social PNDS. Voilà, vous l'aurez corrigé, il ne s'agit pas de 30 milliards, mais plutôt, très exactement, 25 milliards de francs CFA que la BOAD a alloués au Burkina Faso dans cette convention signée en milieu de semaine. Et on passe à autre chose. Depuis 2010, l'Union africaine a institué une journée des frontières célébrée chaque 7 juin. Et bien, pour 2019, cette journée a été célébrée en différé par le Burkina Faso. Et c'est la localité de Saint-Cancé, à la frontière avec le Togo, qui a été choisie pour abriter la commémoration. La problématique de la sécurisation des espaces frontaliers était au centre des festivités. Rémi Lambert, Nébier. Saint-Cancé, dans le département de Yargatenga, ville frontalière avec la République du Togo. Dans cette localité, le brassage est total entre Burkinabés, Togolais et même Ghanéens. En ce 27 septembre, jour de la célébration en différé de la Journée africaine des frontières, la population locale aurait voulu exprimer l'harmonie dans leur vécu commun, en chant et pas de danse. Hélas, Dame Pluie a décidé de réduire la cérémonie à sa plus simple expression. Mais les mots n'ont pas manqué pour témoigner la cohésion entre Burkinabés et Togolais à la frontière. Nous avons aussi un cadre qu'on appelle la rencontre tripartite qui réunit les autorités administratives du centre-est, de la région des savanes du Togo, de la région de la APA East du Ghana. Donc nous nous retrouvons occasionnellement pour échanger sur les différents problèmes communs. Les frontières, elles sont artificielles, elles ne doivent pas marquer un coup aux bonnes relations que nous avons entre nous les Africains. Célébré officiellement chaque 7 juin, le Burkina Faso, à travers la commémoration 2019, a voulu ramener la problématique de la gestion des frontières à l'un de ses principaux enjeux, celui de la sécurisation des espaces frontaliers. Avec la situation sécuritaire que nous avons aujourd'hui au niveau du Burkina Faso, au niveau de l'Afrique de l'Ouest, et vous savez que nos frontières sont un peu malmenées, vu donc qu'elles sont poreuses, vu qu'il y a un certain nombre de trafics donc, qui se mènent au niveau de ces frontières, un certain nombre de comportements criminels donc, qui se passent au niveau de ces frontières. Donc il revient aux États d'encourager les responsables au niveau de ces frontières, notamment les chefs de circonscription administrative, les collectivités territoriales, les forces de défense et de sécurité, et également la chefferie coutumière et tous les leaders d'opinion, les organisations de la société civile, pour qu'il y ait une synergie d'action qui va permettre donc aux populations de mieux vivre dans ces frontières. Le développement économique des régions frontalières est aussi perçu comme un préalable pour mieux sécuriser ces zones. Il faut qu'on pense effectivement à ces zones qui généralement sont loin des capitales, donc des pays, pour qu'il y ait des activités de développement et qui vont permettre donc à la population de développer une résilience face à la criminalité, face au terrorisme et à la radicalisation que nous avons dans ces derniers temps. Donc nous avons d'abord prêché le développement socio-économique de ces zones frontalières et organiser le vivre ensemble entre les populations afin de mieux les développer et ce qui va donc les prémunir contre les fléaux dont j'ai parlé. La Journée africaine des frontières a été instituée en 2010 par l'Union africaine pour inciter les États membres à régler les conflits frontaliers nés après les indépendances et surtout à élaborer des politiques d'intégration régionale.
Les frontières, eh bien, elles n'existent pratiquement plus entre Ouagadougou et ses 7 communes environnantes. On parle maintenant du Grand Ouagadougou. Le projet concerne plus de 3000 km². Les enjeux économiques, sociaux et urbains sont énormes. Ils ont été en discussion au cours d'un séminaire regroupant les autorités concernées par ce projet. Rémi Lambert-Nébier. Ouagadougou et ses communes voisines ne font plus qu'une. Les limites sont abrogées. Le concept du Grand Ouaga n'est plus une projection des urbanistes, mais un fait qui pose sa contrainte. Le devenir de la capitale et ses communes riveraines doit être envisagé en commun. L'approche intercommunalité qui offre des perspectives de solutions à cette problématique est donc envisagée au cours de ce séminaire par la commune de Ouagadougou et les 7 autres communes qui l'entourent. Quand vous quittez Ouagadougou pour aller à Saba, je vous défie de trouver la limite entre Ouagadougou et Saba. C'est pratiquement donc la même ville. Quand vous quittez Ouagadougou pour aller à Lumbila, je vous défie de dire quelle est la limite de Lumbila parce qu'il y a beaucoup d'activités. Et comme on le remarque, Ouagadougou, le Grand Ouaga, lui seul plutôt fait peut-être 50% du produit donc, au but intérieur au niveau national. Ça veut dire que l'ensemble des activités économiques se mènent dans ce Grand Ouaga-là. Alors donc nous sommes venus lancer cette réflexion-là qui va prendre en compte non seulement le schéma d'aménagement du Grand Ouaga, mais également les mutations qui s'opèrent chaque jour, parce que nous avons besoin d'usines, nous avons besoin d'espace, nous avons besoin d'universités, nous avons besoin de beaucoup d'activités autour dans le Grand Ouaga. Donc chaque fois, il faut nécessairement actualiser ce schéma directeur d'aménagement du Grand Ouagadougou en tenant compte des ambitions des maires et de leurs conseillers municipaux. Et c'est ce que nous sommes en train de faire ici dans une réflexion internationale. Au cours de ce séminaire, il ne sera pas seulement question d'aménagement des espaces communaux. Il s'agira également pour les municipalités participantes de définir le cadre juridique et institutionnel de gouvernance du Grand Ouaga et surtout d'activer le processus de leur collaboration. Quand on partage le même espace de vie, il faut partager également les mêmes idées, il faut partager les mêmes ambitions. Et pour mettre en œuvre ces idées et ces ambitions, il faut instaurer un dialogue entre les élus. C'est pourquoi ce séminaire est organisé, pour instaurer ce dialogue au cours duquel nous allons échanger sur les projets d'intérêt pour nos différentes communes. Nous allons échanger sur la gouvernance de ce territoire qui est en train de se dessiner et qui pour les populations est une réalité. Mais aujourd'hui, si pour prendre une décision à l'échelle de ce territoire, mais il faut bien que quelqu'un puisse la prendre cette décision, il faut bien qu'une structure puisse la piloter et la porter. Et pour arriver à cela, il faut qu'on pousse vraiment très loin la réflexion. Et le fruit de nos réflexions va alimenter le gouvernement qui va prendre les décisions juridiques pour encadrer l'intercommunalité du Grand Ouaga. Le projet du Grand Ouaga couvre une superficie de plus de 3300 km² et devra surtout faciliter la mise en œuvre du projet de mobilité urbaine dans la capitale. Elles sont en première ligne depuis le début dans la lutte contre le sida et c'est aussi grâce à leurs actions que le taux de prévalence a baissé jusqu'à 0,8%. Et pourtant, le rôle des associations et des ONG n'a pas toujours été pris en compte à sa juste valeur par le SPCNLS. La situation est en passe de se normaliser. Les premiers responsables du secrétariat permanent du Comité national de lutte contre le sida et les IST se sont rendus à la maison des associations. Reportage, Luc Pabelgem. Si le Burkina Faso est passé de 7% de taux de prévalence à 0,8% de nos jours, c'est en partie grâce au travail considérable qu'abattent les associations sur le terrain. Afin de les encourager à continuer ce combat qu'elles mènent au quotidien, le SPCNLS, le secrétariat permanent du Comité national de lutte contre le sida et les IST, a effectué ce déplacement à la maison des associations CIS à Dagnoué, à Ouagadougou. Nous travaillons au niveau du SPCNLS sur les associations, les ONG, les OBC. La question du VIH, à un moment donné, c'est comme si les gens avaient baissé un peu la garde. En matière de maladies
tant que la maladie n'est pas complètement éradiquée, on ne peut pas baisser la garde. De mémoire de militants associatifs, c'est bien la première fois que le premier responsable du SPCNLS vient au contact des associations à leur siège. Cette visite pour sûr va les galvaniser à redoubler d'efforts dans cette lutte. Nous savons qu'il y a un nouveau dynamisme au sein du SPCNLS. Et également, vous savez que depuis un certain temps, il n'était pas permis à n'importe quelle association de pouvoir déposer des projets pour bénéficier de l'accompagnement dans la lutte contre le VIH. Mais aujourd'hui, c'est chose ouverte à toutes les associations. Avant, c'était un circuit. Donc aujourd'hui, nous ne serons qu'être contents de sa démarche. Le docteur Smaïla Ouedraoua a été direct avec les mouvements et structures associatives. Dans la lutte contre le VIH, SIDA et les IST, il ne faut pas baisser la garde parce qu'au moment où le pays connaît un taux de prévalence de moins de 1% au niveau de la population générale, il y a des groupes spécifiques comme chez les travailleuses du sexe ou chez les hommes ayant des relations avec d'autres hommes qui connaissent un taux de prévalence très élevé. Il y a toujours des défis dans le domaine du VIH et ces défis requièrent encore que nous redoublons d'efforts en impliquant davantage la société civile parce que nous sommes dans une phase où on doit intensifier les activités de sensibilisation et de prévention, donc de dépistage. Et les dépistages nécessitent la mobilisation du monde communautaire. C'est ce qui justifie notre présence ici pour rencontrer donc, les responsables de la maison des associations de Ouagadougou qui drainent un nombre important d'associations qui ont déjà montré aussi leurs preuves à travers plusieurs autres activités et nous voulons leur demander leur implication donc, dans le cadre de la lutte contre le VIH-Sida. Des rencontres de ce genre, le SPCNLS les effectuera tant qu'il en aura la possibilité. Dans la foulée, il est annoncé l'ouverture de réception de projets pour toute structure ou association voulant œuvrer dans la lutte contre le sida. Les dossiers seront reçus jusqu'au 7 octobre à l'antenne régionale du secrétariat permanent du Comité national de lutte contre le sida logé au gouvernorat du centre. Autre chose, à présent, le Fonds pour l'alphabétisation et l'éducation non formelle entend élargir son champ d'action pour plus d'efficacité dans sa mission et elle a décidé d'impliquer davantage les collectivités territoriales. Mais pour cela, les acteurs ont besoin de formation. Arsène Konditamde. Entre 2002 et 2018, plus de 3 millions de Burkinabés ont été alphabétisés grâce au Fonds pour l'alphabétisation et l'éducation non formelle FONAEF. Le bilan est jugé satisfaisant, mais les défis restent encore énormes. Pour être plus efficace, le fonds va élargir son champ d'intervention en prenant en compte les collectivités territoriales. C'est dans cette optique que se tient la présente session de formation au profit des responsables de structures déconcentrées du ministère en charge de l'éducation nationale. Durant 3 jours, ces acteurs communaux et régionaux de l'éducation primaire, préscolaire et non formelle seront formés sur les outils de l'appui du FONAEF. Objectif, leur permettre de maîtriser le processus d'élaboration des dossiers de requête. Ils seront formés sur les dispositifs qui existent dans le cadre du faire-faire, parce qu'il y a des commissions qui sont mises en place. Avant, c'était au niveau provincial, maintenant, ça va être devenu au niveau communal. Ça va être présidé par le maire avec un ensemble de représentants de l'ensemble des acteurs. Ce sont ces commissions qui vont examiner les requêtes de financement des opérateurs et ils vont donc arbitrer sur ce qui est proposé en fonction de leurs besoins. L'identification des besoins de création des centres d'alphabétisation, ça va revenir aux maires. La question du suivi, ils vont être fortement impliqués. Donc c'est ce dispositif dont on va parler et des différents outils qui vont avec, parce qu'il y a des contrats, il y a des conventions qu'il faudra signer avec les communes et avec les opérateurs. Donc c'est un peu pour qu'ils s'approprient tout le dispositif qui existait, mais qui était traité au niveau des directions provinciales de l'éducation primaire, préscolaire et non formelle. Le Fonds pour l'alphabétisation et l'éducation non formelle a, au cours de ces 16 dernières années, financé les campagnes d'alphabétisation et a permis d'ouvrir plus de 120 000 centres d'apprentissage à travers tout le pays. Ce qui confirme son statut de principal instrument d'opérationnalisation de la politique du gouvernement en matière d'alphabétisation et de formation des populations. C'est un pas de plus qu'ils ont franchi dans leur volonté de se former. Ces élèves pourront désormais manier avec beaucoup plus de souplesse la langue de Shakespeare, et ce, grâce au programme Access. Après 2 ans de formation en anglais, ils mesurent les progrès qu'ils ont réalisés. Archimède Boy.
L'hymne national des États-Unis chanté en chœur par des lycéens burkinabés. Des sketchs et diverses prestations ont marqué cette soirée dédiée aux apprenants de la langue anglaise. Ils ont, durant 2 années, bénéficié du programme Access, un programme financé par le département d'État américain. À travers Access, on ouvre une porte pour les jeunesses burkinabés, que ce soir, on montré leur engagement, comment ils se sont inscrits dans une formation dans la langue anglaise pendant 2 ans. Et à travers cette formation, ils ont créé un meilleur avenir pour eux-mêmes. Ces jeunes ont acquis une base solide dans tous les aspects de la langue anglaise, un niveau qui leur offre plusieurs opportunités. L'approche de l'anglais aujourd'hui dans le monde est évidente. Tous les documents scientifiques, la plupart c'est en anglais. Ensuite, quand vous voyagez, l'anglais c'est la langue des affaires. Que ce soit en Chine, que ce soit... L'anglais donc est la langue, on va dire, universelle aujourd'hui. Et donc pour les étudiants, quelle que soit leur filière, ont intérêt à maîtriser l'anglais. Du matériel didactique a été offert à l'occasion aux apprenants qui se sont bien illustrés durant la formation. Je n'aime pas les mots me manquent. Je suis très contente en fait. Je peux dire l'anglais, c'est une langue très importante. C'est une langue aussi, langue d'opportunité, langue de business. Et ce qu'Access m'a apporté, c'est que avant Access, je ne pouvais vraiment pas parler l'anglais, mais avec Access, j'ai appris l'amour de l'anglais. J'ai envie de découvrir plus sur cette langue et j'ai aussi eu envie de devenir une interprète grâce à cela. Bon, avec le programme d'Access, nous avons amélioré notre anglais par rapport à notre grammaire, le vocabulaire, et puis parler devant un public. Le programme Access a débuté en 2004 au Burkina Faso. Il a pour vision spécifique d'aider les jeunes brillants issus des familles aux conditions économiques modestes à avoir accès aux universités américaines. Et on termine ce journal avec des pas de danse, des défilés vestimentaires, mais aussi de la cuisine provenant des 8 pays membres de l'UEMOA. L'ambiance était folklorique, mais aussi enrichissante à la journée culturelle organisée par l'Association des femmes en service dans les organes de l'Union économique et monétaire ouest-africaine. Le compte rendu de Luc Pabelgem. C'est un voyage culturel à travers les 8 États membres de l'UEMOA, l'Union économique et monétaire ouest-africaine, qu'a effectué l'AFSU, l'Association des femmes en service dans les organes de l'UEMOA, au cours de la journée culturelle organisée au sein de l'institution. Prestations artistiques, danse folklorique, dictons, proverbes, arts vestimentaires et culinaires étaient au menu. En fait, dans beaucoup de communautés, on fait souvent la journée culturelle. Même à l'école des enfants, il y a une journée où les enfants partagent leurs différences, leurs points communs. Donc, au sein de la commission, en plus de cette journée culturelle, nous voulons trouver un jour ouvrable, disons, où tout le personnel de l'UEMOA va venir avec sa tenue traditionnelle, avec son expérience au niveau national pour partager avec tous les autres. La place et le rôle des femmes dans la chefferie traditionnelle, c'est sous ce thème qu'a été placée cette journée culturelle. C'est un thème qui retrace l'histoire des femmes héroïques qui ont marqué la mémoire collective des États membres de l'UEMOA, mais aussi qui souligne les pouvoirs exercés par les femmes à différents niveaux au sein de la famille et de la société africaine. Nous venons ici pour traverser le temps et atteindre les valeurs qui ont construit nos différents pays. Nous venons ici pour dépasser les frontières et parler de fraternité, de solidarité et d'intégration. Enfin, nous venons ici pour soutenir une journée qui refuse les barrières. Les stands érigés pour la circonstance ont servi de cadre pour exposer les spécificités culinaires des différents États et pour ceux qui y ont fait un tour, ils confient que ces méfaits lors des grandes occasions dans nos traditions ont gardé toute leur originalité. Voilà, et c'est la fin de ce journal que j'ai pris grand plaisir à vous présenter. Mais restez sur BF1 tout à l'heure à 20h15 où vous aurez le journal en langue nationale moré présenté par Rianata Ouina.
Demain, ne manquez sous aucun prétexte de cette info, l'édition qui revient sur les temps forts qui ont fait l'actualité. On aura un invité spécial, Mamadi Kouanda, qui a été exclu des instances du CDP. Et quand on connaît le franc-parler de l'homme, je vous dis que ça promettra, il y aura beaucoup de choses. Rendez-vous demain, 19h30. Merci de votre fidélité.